Vous écoutez L'Or Acadie, votre podcast numéro 1 sur les traditions orales acadiennes. Cette semaine, j'ai le grand privilège de vous lire un texte qui me vient de Jean Leblanc. Jean Leblanc, je fais souvent allusion à ses livres. Il a écrit un livre qui s'appelle Legends of l'Acadie, The French Shore of Nova Scotia. Puis Jean Leblanc m'a écrit spécialement un texte pour cet épisode sur le grand David qui se trouve être sa parenté à lui. Fait que dans le fond, j'aimerais spécifier que le texte que je vais vous lire n'est pas à moi, mais me vient du grand Jean Leblanc. Sans plus tarder, j'aimerais vous parler de la légende néo-écossaise du Medicine Man, du sorcier, de l'homme maudit qui était le grand David. Avant de commencer, j'aimerais spécifier qu'à la toute fin de la vidéo, je vais lire le texte où Jean Leblanc entre en grand détail pour expliquer comment le grand David fait partie de son arbre généalogique, étant un de ses propres ancêtres. Pour mieux comprendre le grand David, il est important d'être conscient de la communauté et de l'époque historique sur laquelle il a régné. Les Acadiens catholiques francophones de la Nouvelle-Écosse ont connu la déportation de 1755, connue sous le nom du Grand Dérangement, avant le début officiel de la guerre de 7 ans de 1756 à 1763. Dans les années qui ont suivi cette guerre, quelques familles acadiennes en petit nombre, mais déterminées, sont retournées en Nouvelle-Écosse dans l'espoir de retourner dans leurs terres ancestrales. Cela s'est avéré impossible dans la vallée de l'Annapolis, car leurs terres avaient été récupérées par des colons arrivant principalement des colonies de la Nouvelle-Angleterre. Cela a causé le problème d'avoir des Acadiens catholiques, francophones, pauvres et sans-abri, qui tentaient de survivre parmi les colons protestants de la Nouvelle-Angleterre. En 1768, le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Michael Franklin, tenta de résoudre ce problème, mettant de côté une parcelle de terre le long des rives de la baie Sainte-Marie, qu'il appela Clare. Les Acadiens du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse sont devenus un mélange d'Acadiens de retour après la déportation, emménageant à Clare par en haut, à Pubnico par en bas, qui avaient échappé de la déportation. C'est dans cette première génération d'Acadiens, nés après la déportation, qui vient au monde David Doucette le 1er août 1792, très probablement à Muses Point, la pointe de Ben pour les Français, au-delà de Sluis Point. On le retrouvait plus tard à Quinnan, à Rocco Point, puis à Plemton, dans les comtés de Digby, où il fondera la colonie Doucette. C'est à cette époque que des rumeurs se répandirent selon lesquelles, dès qu'il arrivait quelque part, des événements maléfiques se produisaient. Les années d'adolescence du grand David au début des années 1800 ont vu l'Europe être engloutie dans la guerre néapolitaine, aussi des anomalies météorologiques provenant de mauvaises récoltes entraînait la décennie la plus froide depuis les années 1400 et le deuxième grand mouvement religieux d'éveil se propagea à travers l'Amérique du Nord. Au début des années 1800, le grand David et son épouse Isabelle Muise ont déménagé de part en bas vers un endroit à l'intérieur des terres de la baie Sainte-Marie, mais séparé de la communauté de Clare. Ils ont commencé une ferme à environ 10 km à l'intérieur des terres de ce qui est aujourd'hui Plemton, sur les rives de la baie. Cela aurait été environ 2h30 de marche du rivage. C'est à cet endroit qu'ils s'installèrent et commencèrent ce qui deviendra plus tard Doucette ville. Il est important de réaliser que pendant 3 générations après la déportation, les Acadiens de part en haut et de part en bas étaient essentiellement tous des agriculteurs pour survivre. Rares sont ceux qui auraient reçu une quelconque éducation, consacrant leur énergie à défricher la terre, à améliorer progressivement la ferme et à survivre l'hiver. Dans la forêt dense, entourée d'une obscurité oppressante et isolante, éclairée par des bougies ou des lampes à pétrole brut, il n'était pas étrange que des bruits et des événements inexpliqués qui viennent de l'obscurité et de l'épaisse forêt étaient considérés comme l'œuvre du surnaturel. Également, au moment où Grand David aurait déménagé à Doucetteville, le deuxième grand réveil aurait eu lieu. Le deuxième grand réveil en Amérique du Nord reflète un romantisme caractérisé par l'enthousiasme, l'émotion et un appel au surnaturel. C'est aussi à cette époque que les gens étaient si terrifiés à l'idée que le diable vienne les emmener, que certaines abandonnèrent leur vie le long de la rive, s'installant plus à l'intérieur des terres pour éviter d'être amenés en enfer par Satan. Les gens parlaient que certaines personnes seraient des sorciers, et parmi les plus connus à cette époque se trouvait David Doucette, grand, brun, bien bâti, appelé pour cette raison le Grand David, mais plus connu sous les traditions sous le nom du sorcier ou encore le maître des sorciers. On prétend que le Grand David pouvait faire de la magie,
De telles activités auraient sûrement laissé certaines personnes, sinon beaucoup, perplexes face à de telles capacités, et la réponse à quelque chose que le monde ne comprenait pas dans le temps était automatiquement que c'était le travail du diable. On a également rapporté que le grand David était parfois aperçu à plusieurs endroits différents, apparemment au même moment. Un attribut également attribué plus tard à Sayamateur, autre figure légendaire acadienne. Ce phénomène connu sous le nom de bilocation ou multilocation est une capacité psychique ou miraculeuse par laquelle un individu ou un objet se trouve ou semble se trouver à deux endroits distincts en même temps. Laura Doucette-Blin, arrière petite fille de Grand David, m'a dit que le Grand David pouvait prédire la météo. Elle ne savait pas si cela signifiait qu'il pouvait prédire quand les grosses tempêtes comme des ouragans arrivaient, ou s'il pouvait dire que le temps serait clément pour planter vos légumes et vos grains au printemps, ou aller pêcher dans la baie Sainte-Marie et ne pas être pris dans une tempête. Certains disent que c'est Grand David qui a remarqué que lorsque la bande de terre connue sous le nom de Digby Neck semblait plus proche que d'habitude, c'était le signe que la pluie allait arriver. Plus la bande de terre était proche, plus il pleuvait. Laura a mentionné que quelqu'un était allé voir Grand David parce que son bœuf avait des ulcères sur la peau, peut-être à cause du harnais qu'il portait lorsqu'il travaillait. Le Grand David était allé dans le bois, avait obtenu quelques ingrédients pour faire un cataplasme et l'avait appliqué sur les ulcères, les guérissant bientôt. Ses connaissances des remèdes pouvant être fabriqués à partir d'ingrédients locaux a confirmé sa réputation de guérisseur et de personne dotée de pouvoirs surnaturels. La méthode d'obtention des ingrédients et les procédures d'utilisation des diverses potions et remèdes étaient un secret jalousement gardé et lui avait très probablement été confié par l'héritage amérindien du côté de sa mère et de son épouse aussi. Laura, arrière petite fille du Grand David, a également mentionné qu'il avait une prière qui pouvait guérir les verrues et que son grand-père Johnny A. Albin, accompagné du Grand David, avait déjà utilisé la prière sur une verrue qu'elle avait. Johnny a récité la prière tout en frottant la verrue avec ses mains. Cela a provoqué la disparition de la verrue. Voilà la prière que le Grand David récitait lors de rituels de guérison. Je vous présente la version anglaise et française. By Adam, sin came into the world. By Christ, sin went out of this world. And in the name of Christ, I do thee charge you will bleed no more at large. Par Adam, le péché est venu dans ce monde. Par Christ, le péché est sorti de ce monde. Au nom du Christ, je te charge, vous ne saignerez plus en liberté. Aussi transmis par les lignées familiales, il existait apparemment un remède pour éliminer les particules et la saleté qui auraient pénétré dans vos yeux. Les pierres à yeux. Il s'agissait des petites pierres blanches soigneusement placées dans l'œil, un peu comme une lentille de contact moderne. J'inclus les photos. La petite pierre blanche se promenait autour de l'œil jusqu'à ce qu'elle déloge la saleté ou les grains coincés dans votre œil, moment auquel vous retirez la pierre aux yeux, avec les grains dessus. Il se pourrait aussi que le pouvoir magique de la pierre à yeux sont devenus connus par les Acadiens de Clore pour cette raison. En raison de sa réputation de guérisseur et de sorcier, les gens demandaient au Grand David de les aider à résoudre toutes sortes de problèmes, ce qui ne se passe pas toujours bien pour eux. On rapportait que quelqu'un était allé voir le Grand David parce que son bœuf était malade. David a dit à l'homme qu'il devait ramener le bœuf à la maison pour le soigner correctement. Cependant, plus tard, Grand David revint dire au propriétaire que son bœuf était mort de maladie et qu'il l'avait enterré pour empêcher la propagation de la maladie. Mais en réalité, la rumeur courait que le Grand David avait réussi à guérir le bœuf en utilisant la magie noire, mais qu'il avait ensuite vendu le bœuf à quelqu'un d'autre et gardé l'argent. Maintenant, certains ont écrit pour rassurer les arrière-petits-enfants du Grand David qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter d'avoir hérité de quoi que ce soit de la sorcellerie du Grand David, qui n'existait que dans l'esprit du peuple. Mais me croyez-vous si je vous dis que certains en ont hérité? Le premier exemple est de Laura Doucette-Blin, ma tante. Elle nous a dit que lorsqu'elle était jeune, elle pouvait prédire quel temps il ferait en écoutant les différents changements de volume et de tonalité que feraient les sons du train qui passait en provenance de Digby. À Yermount, lorsqu'elle a dit cela à sa mère, Rose Thibault Doucette, Rose a répondu de ne plus jamais le dire à personne, sinon il penserait qu'elle est folle. Clara Doucette Leblanc, ma mère, prétend avoir vu la Vierge Marie. Marie lui aurait sauvé la vie en tombant dans un puits. Cela se serait produit pendant l'hiver quand elle avait 3 ans, alors qu'elle et son frère étaient descendus chercher de l'eau au puits. Ensuite, il y a ce qui m'est arrivé mercredi le 5 avril 2017 que j'ai mentionné dans un article de blog que j'ai publié ce jour-là.
Je crois bien avoir moi-même manifesté quelque chose de surnaturel, puisque j'ai du sang du grand David dans les veines. Dans le parking souterrain du Marriott à Halifax, un chauffeur de BMW montre clairement qu'il est un connard prenant 2 places de stationnement. Même ma bête, le Ford Flex, peut se garer dans un seul parking. Je ne savais pas s'il valait mieux faire caca dans son réservoir à essence ou jeter un sort sur sa voiture, alors j'ai fait les deux. Voici une photo que j'ai prise de la BMW en question. Maintenant, je n'avais pas vraiment fait caca dans le réservoir d'essence, mais j'imagine qu'être mentionné dans mon blog était une vraie malédiction. Sur le site web de CBC, il avait aujourd'hui la photo de l'histoire suivante montrant qu'une BMW à 4 portes avait pris feu. Montrée sur cette photo de la voiture après l'incendie, j'inclus également l'article de CBC. La semaine de cet homme a mieux commencé que la dernière, malgré l'incendie de la BMW. Écrit par Jean Laroche, CBC News, publié le 10 avril 2017 à 1h43. L'agent immobilier d'Halifax, Mike Arthur, espérait un retour au travail sans incident après avoir subi une crise cardiaque la semaine dernière. Au lieu de cela, il a été forcé de mener une bataille perdue d'avance avec un incendie dans le coffre de sa BMW lundi matin. Un incendie qui a ravagé son véhicule quelques secondes après avoir découvert de la fumée venant de l'arrière. Tout a commencé peu après 10 heures du matin. Au feu tricolore près du parking de son bureau sur Bayers Road, Arthur a été arrêté à un feu rouge lorsqu'il a remarqué de la fumée blanche dans son rétroviseur. Le moteur a dû être en panne ou l'huile a brûlé, pensa-t-il d'abord. Mais la fumée a rapidement commencé à remplir l'intérieur de sa voiture. Il a déclaré qu'il n'avait pas conduit plus de 15 mètres avant que la situation dans sa voiture ne soit si mauvaise qu'il ne pouvait plus respirer. J'ai ouvert les 2 fenêtres avant et je me suis arrêté ici. J'ai sauté dehors, j'ai ouvert mon coffre et il y avait des flammes dans le coffre, a-t-il déclaré. Malgré le drame, Arthur considère toujours que c'est une meilleure semaine que la dernière. Ça aurait pu être pire. J'ai eu une crise cardiaque la semaine dernière, donc au moins je suis guéri, a-t-il déclaré. Maintenant, certains se demandent peut-être quel est mon lien de parenté avec Grand David Doucette, le sorcier. Moi, Jean Leblanc, né le 25 octobre 1964, a emménagé à Concession à l'âge de 6 mois. Clara Doucette Leblanc, née le 27 juin 1937, à Concession. Enos Ignace Doucette, né le 6 décembre 1891, Concession, décédé le 19 avril 1965. John ou Johnny Doucette, né le 16 septembre 1839, à Concession, décède le 24 janvier 1941. Albion Alban Doucette, né le 29 février 1816, il aurait 52 ans en 2024, donc à cet âge, il serait peut-être encore en vie aujourd'hui et se cacherait simplement dans les bois quelque part. Fils du grand David, il était l'homme qui a fondé la propriété familiale Doucette à Concession, actuellement située au 3062 2nd Division Road à Clare en Nouvelle-Écosse. Il avait épousé une certaine Catherine Melançon, dont la date d'anniversaire et de décès est actuellement inconnue. Son déménagement à Concession pourrait-il expliquer toutes les folies qui s'y produisent? David, le grand David Doucette, dit sorcier, né le 1er août 1792 à Muises Point dans le comté de Yarmouth, décédé le 2 juin 1871 à Doucetteville. Il a épousé Isabelle Muise, qui est considérée comme d'origine autochtone vers 1871-1813. Michel Doucette, père de David, est né vers 1754, juste avant la déportation, lieu inconnu. Il a épousé Marie Muise, qui est d'origine autochtone. Joseph Doucette, père de David, est né vers 1706 à Port-Royal, Nouvelle-Écosse, site de l'actuelle Annapolis-Royal. Il s'est marié le 8 décembre 1730 à Anne Surette. Claude Doucette, père de Joseph, est né en 1664 à Port-Royal, Nouvelle-Écosse, site de l'actuelle Annapolis-Royal. Il est décédé en 1764, ce qui signifie que malgré sa déportation à l'âge de 81 ans, il était retourné en Nouvelle-Écosse avant de mourir à l'âge de 90 ans. Le 6 décembre 1764, il a épousé Marie Comeau en 66 à Port-Royal. Germain Doucette, père de Claude, a épousé Marguerite Landry vers 1664, date de naissance et de décès inconnue. Pierre Doucette, père de Germain, est né en 1621 en France. Il avait épousé Henriette Pelletret. Germain Laverdure Doucette, père de Pierre, est né à Aulnay, province de Vienne, France en 1596. Ceci conclut la fin de notre histoire du grand David.